Le désordre que tu portes n'est pas dans ta maison, ni dans ton travail, ni dans les personnes qui t'entourent. Le véritable désordre est dans ton esprit. C'est là que naissent l'anxiété, le manque de direction et le sentiment d'être coincé dans une vie qui n'avance pas. Tu peux changer de ville, de partenaire ou d'emploi, mais si tu ne changes pas ce qui se passe en toi, rien ne sera suffisant. Reprogrammer l'esprit, c'est décider que tu ne vas plus vivre à la merci de tes impulsions, tes peurs ou tes vieilles habitudes. C'est te regarder dans le miroir avec crudité et accepter que la discipline que tu ne pratiques pas est la raison pour laquelle tu restes au même endroit. Le stoïcisme n'offre pas de consolation bon marché. Il offre un chemin difficile, mais libérateur. Maîtriser l'interne pour que l'externe ne te vole jamais la tranquillité. Ici, tu n'entendras pas de fioritures ni de fausses promesses. Ce que tu trouveras, ce sont 8 leçons que tu peux appliquer immédiatement tous les jours pour nettoyer ton esprit, protéger ton attention et renforcer ton caractère. 8 leçons qui ne dépendent pas de la chance ni de la motivation passagère, mais de ta décision ferme de reprendre le contrôle. Si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras comment de petites actions, répétées avec discipline, peuvent forger une forteresse intérieure que rien ni personne ne pourra renverser. Es-tu prêt à arrêter de fuir la réalité et à commencer à la transformer de l'intérieur? 1. Nettoie ton environnement pour nettoyer ton esprit. Marcher parmi des tas d'objets inutiles, c'est comme vouloir avancer sur un chemin plein de pierres. Chaque pas devient un fardeau, et même si tu veux te déplacer rapidement, la réalité est que tu trébucheras toujours. C'est ainsi que fonctionne aussi l'esprit. Lorsque l'environnement est saturé de choses qui n'apportent rien, de distractions qui ne consomment que de l'énergie, la clarté disparaît, et ce qui reste, c'est du bruit, de l'anxiété et un poids constant qui t'empêche de te concentrer sur l'essentiel. Il ne s'agit pas de dire que les objets sont le problème en soi, mais de ce qu'ils représentent, des attachements, des excuses, un désordre interne qui se projette vers l'extérieur. La première étape pour reprogrammer ton esprit est d'une simplicité brutale. Nettoie ton espace. Et je ne parle pas seulement de balayer le sol ou de plier les vêtements. Je parle d'éliminer ce qui n'a pas de raison d'être, de lâcher ce qui ne fait que prendre de la place et n'ajoute rien à ta vie. Chaque objet inutile est un rappel silencieux de décisions reportées, de tâches inachevées, de passé que tu refuses de lâcher. Lorsque tu choisis de tout garder, tu accumules en réalité des chaînes qui pèsent sur ton esprit et te maintiennent pris dans un cycle de confusion. La philosophie stoïcienne le rend clair. La vertu réside dans le fait de vivre avec l'essentiel, de ne pas dépendre de ce que tu ne peux pas contrôler, de trouver la liberté en lâchant ce qui n'a pas d'importance. Et si tu l'appliques à ton quotidien, nettoyer ton environnement est un acte de rébellion contre le chaos. C'est dire à ton esprit, ici, c'est moi qui commande, et je décide ce qui mérite de l'espace et ce qui n'en mérite pas. Ce n'est pas un hasard si lorsque tu ranges ta chambre ou ton bureau, tu ressens un soulagement, car à ce moment-là, tu alignes l'interne et l'externe, créant un environnement qui soutient ta discipline au lieu de la saboter. Ne sous-estime pas le pouvoir de cette action. Cela peut sembler trivial, mais chaque chose que tu élimines est un rappel que tu as le contrôle. Jeter ce qui ne sert pas, donner ce que tu n'utilises pas, garder ce dont tu as vraiment besoin, tout cela est un entraînement mental. Tu apprends à ton cerveau à lâcher prise, à ne pas s'accrocher, à valoriser ce qui est simple et direct. C'est là le véritable but. Ne pas vivre entouré de plus, mais vivre entouré de ce qui est juste. Celui qui nettoie son environnement commence à nettoyer son esprit, car lorsque ton espace est libre de tout excès, tu n'as plus d'excuses pour te distraire. Tu ne peux plus blâmer le bruit externe, car maintenant, la responsabilité repose sur toi. Cette confrontation est inconfortable, mais nécessaire. L'ordre externe révèle le désordre interne, et c'est là que commence la véritable reprogrammation. Fais-en une habitude quotidienne. N'attends pas que tout s'accumule pour agir. Chaque jour, consacre quelques minutes à examiner ce qui t'entoure. Demande-toi, est-ce que cela me sert ?
Est-ce que cela apporte à ma vie? Si la réponse est non, laisse-le partir sans culpabilité. Tu apprendras que le détachement ne te prend pas, il te libère. Et dans cette liberté, ton esprit trouvera de l'espace pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Tu n'as pas besoin d'un environnement parfait, tu as besoin d'un environnement conscient. Un lieu qui reflète la discipline et qui te rappelle à chaque instant que ton esprit n'est pas une poubelle pour les pensées chaotiques, mais un outil puissant pour construire la force. Commence par nettoyer ce que tu vois et tu finiras par nettoyer ce que tu penses. C'est le premier pas pour cesser de vivre parmi les pierres et commencer à marcher avec clarté vers ta propre force intérieure. 2. Conçois une routine qui te soutient, pas qui t'emprisonne. Vivre sans routine, c'est comme ramer au milieu de l'océan sans boussole ni direction. Tu rames et rames, mais peu importe l'énergie que tu déploies, tu finis toujours au même endroit, fatigué et sans but. En revanche, une routine bien conçue est comme le gouvernail qui guide ton bateau. Elle ne rend pas le voyage plus court ni plus facile, mais elle assure que tu avances vers là où tu veux vraiment aller. Le problème est que beaucoup considèrent la routine comme une prison, comme une série de chaînes qui leur enlèvent leur liberté. Alors qu'en réalité, si elle est bien construite, elle devient un allié silencieux qui te soutient même les jours où la motivation disparaît. L'esprit humain a besoin de structure, car sans elle, il se disperse et se laisse emporter par les impulsions et les distractions. Le stoïcisme enseignait précisément cela. La maîtrise de soi naît de la constance, d'avoir un ordre qui protège ton énergie et te rappelle chaque jour ce qui est important et ce qui ne l'est pas. C'est pourquoi une routine ne doit pas être rigide au point de t'étouffer, elle doit être une stratégie qui fonctionne comme un bouclier et comme un moteur. Si tu te sens oppressé en pensant à ta routine, ce n'est pas parce que la discipline est mauvaise, mais parce que tu l'as conçue contre ta nature et non en sa faveur. Concevoir une routine consciente signifie décider quelles sont les actions minimales qui soutiendront ta force mentale. Tu n'as pas besoin de remplir ta journée d'activité, tu as seulement besoin de celles qui te connectent à tes valeurs et à ton but. Cela peut être de te lever tôt et de consacrer quelques minutes au silence, de faire de l'exercice pour libérer ton esprit, d'écrire pour organiser tes idées. L'important n'est pas combien de choses tu fais, mais que ces choses soient alignées avec la personne que tu veux être. L'erreur commune est de confondre routine avec monotonie. La monotonie tue l'esprit parce qu'il n'y a pas d'intention derrière, seulement une répétition vide. La routine consciente, en revanche, donne une direction à chaque action, la transforme en une brique supplémentaire qui construit ta force intérieure. Te lever, bouger, travailler, te reposer, tout doit avoir un pourquoi. Si ce n'est pas le cas, cela devient du bruit. Et ce bruit t'éloigne de la clarté que tu recherches. Une routine bien conçue est également flexible. Il ne s'agit pas de la respecter comme un robot, mais de permettre qu'elle s'adapte aux circonstances sans perdre son essence. Parce que la vie est mouvement, et celui qui s'accroche au contrôle absolu finit frustré. Le stoïcien ne cherche pas la rigidité, il cherche l'équilibre. Demande-toi honnêtement, ma routine me rapproche-t-elle de ce que je veux ou me maintient-elle coincé dans ce que je crains de changer? Si tu te sens esclave de ta journée, il est temps de reconstruire. Commence par de petits pas, élimine ce qui est inutile, ajoute ce qui te renforce et répète jusqu'à ce que chaque journée ait un sens clair. Ne cherche pas la perfection, cherche la constance. Lorsque tu construis une routine qui te soutient, tu ne dépends plus de la motivation, car l'habitude prend sa place. Et c'est là le véritable pouvoir, savoir que, même si l'émotion manque, le chemin continue, parce que tu l'as tracé avec discipline. Conçois ta routine comme celui qui aiguise une arme, non pas pour te blesser, mais pour protéger ton esprit du chaos et te rappeler chaque jour que la liberté ne se trouve pas dans le fait de faire ce que tu veux, mais dans le fait de faire ce dont tu as vraiment besoin pour rester fort. C'est la différence entre vivre à la dérive et vivre avec un but. 3. Éliminer l'excès sans culpabilité ni attachement. Accumuler des choses, des engagements et des émotions inutiles, c'est comme marcher avec un sac à dos rempli de pierres qui ne vous appartiennent pas. Au début, vous pensez pouvoir les porter, mais à chaque pas,
Le poids se multiplie jusqu'à ce que vous ayez l'impression de ne plus avancer. Le plus dur, c'est que beaucoup de ces pierres ne sont même pas de votre choix. Certaines proviennent d'attentes extérieures, d'autres de peurs anciennes, et d'autres encore de la simple habitude de ne pas lâcher prise. Nous finissons par vivre une vie saturée, où l'essentiel est enterré sous le superflu, et ce qui devrait être simple devient un fardeau constant. Le stoïcisme enseigne que la vraie richesse ne réside pas dans ce que vous accumulez, mais dans ce que vous êtes capable de laisser partir. Sénèque disait que celui qui a besoin de peu est vraiment riche, car il a compris que l'abondance réelle ne se mesure pas en choses, mais en liberté. C'est la racine de cette leçon. Apprendre à lâcher prise sans culpabilité. Non pas parce que vous renoncez à ce que vous aimez, mais parce que vous choisissez de privilégier ce qui vous soutient. La différence est abyssale. Vivre entouré d'excès n'est pas vivre, c'est cacher le vide sous une montagne de distractions. Éliminer l'excès ne signifie pas devenir un ascète ou renoncer à tout plaisir. Cela signifie vous demander fermement, est-ce que cela m'aide à grandir ou est-ce que cela me stagne? Et si la réponse est qu'il stagne, il part. Point. Cette décision exige du caractère, car l'attachement essaiera toujours de vous convaincre que vous avez besoin de plus. Plus de vêtements, plus de technologie, plus de relations, plus de validation. Mais au fond, vous savez que tout cela ne fait qu'occuper un espace mental et émotionnel que vous devriez consacrer à ce qui compte vraiment. L'excès n'est pas seulement matériel. Il est dans les conversations vides que vous répétez par habitude, dans les promesses que vous acceptez pour ne pas déranger, dans les émotions négatives que vous continuez à nourrir, même si elles n'ont plus de sens. Chacun de ces excès est une fuite d'énergie qui affaiblit votre force intérieure. Lorsque vous décidez de les éliminer, ce que vous récupérez n'est pas du vide, c'est de l'espace. Le problème est que la plupart des gens s'accrochent à l'inutile par peur. Peur de se retrouver sans rien, peur de faire face au silence, peur de découvrir que ce qui reste après l'excès est un moi qu'ils ne savent pas comment regarder. C'est pourquoi lâcher prise n'est pas seulement un acte pratique, c'est un acte de courage. Il faut reconnaître que ce que vous êtes ne dépend pas de ce que vous accumulez, mais de la force avec laquelle vous faites face au présent. Commencez par le plus simple. Débarrassez-vous de ce que vous n'utilisez pas. Nettoyez votre calendrier des engagements inutiles. Coupez les conversations qui n'apportent rien. Laissez partir les culpabilités qui vous empêchent d'avancer. Faites-le petit à petit, mais faites-le avec détermination. Chaque fois que vous éliminez quelque chose, votre esprit s'entraîne au détachement et apprend à se concentrer sur ce qui compte vraiment. Ne vous sentez pas coupable de le faire. Le monde essaiera de vous faire croire que supprimer, c'est perdre, alors qu'en réalité c'est gagner. Gagner en clarté, en légèreté, en pouvoir sur soi-même. Parce que celui qui vit entouré d'excès ne possède rien, alors que celui qui sait lâcher prise est maître de sa vie. Éliminez sans peur, sans excuse et sans regarder en arrière. Faites-le avec la fermeté de celui qui comprend que la force ne se construit pas en portant tout, mais en apprenant à marcher léger. C'est la clé. Moins de choses, plus de contrôle. Moins de bruit, plus de clarté. Moins de poids, plus de force. Et dans cette légèreté, vous découvrirez que vous n'avez rien perdu d'important. Vous avez simplement arrêté de porter des pierres qui ne vous appartenaient jamais. 4. Respire avant de réagir. Un volcan ne détruit pas à l'instant où la lave commence à bouger sous la terre. Il le fait quand la pression ne trouve pas de sortie et que tout explose. C'est ainsi que fonctionne ton esprit. Les émotions commencent comme une étincelle interne, de petites tensions qui, si elles ne sont pas contrôlées, finissent par éclater en paroles, en cris ou en décisions que tu regrettes par la suite. La différence entre perdre le contrôle et le maintenir réside dans un geste aussi simple que beaucoup sous-estiment, prendre le temps de respirer. La réaction immédiate est le piège le plus courant de l'être humain. Quelqu'un te provoque et tu réponds sans réfléchir. Une situation se complique et tu agis avec colère. Un commentaire te blesse et tu ripostes. Le résultat est toujours le même. Plus de conflits, plus de chaos,
plus de culpabilité. Le stoïcisme enseigne que nous ne sommes pas maîtres de ce que font les autres, mais bien de la façon dont nous répondons. Et pour avoir ce contrôle, la première chose à apprendre est de faire une pause. Respirer est cet espace bref, presque invisible, où tu récupères ton pouvoir avant de le céder à la colère ou à la peur. Cela semble trop simple pour être vrai, mais la respiration est la clé maîtresse de l'esprit. Quand tu inspires profondément et que tu expires calmement, le corps reçoit un signal clair. Il n'y a pas de danger immédiat, tu n'as pas besoin de passer en mode attaque. En ces quelques secondes, tu désactives la tempête et tu allumes la clarté. Ce que tu allais dire avec colère se transforme en silence ferme. Ce que tu allais décider par impulsion se transforme en choix conscient. Et c'est là que réside la différence entre détruire et construire. Respirer avant de réagir ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, cela signifie le maîtriser. La colère continuera d'exister, la frustration continuera d'apparaître, mais elles n'auront plus le pouvoir de te contrôler. Tu choisis comment exprimer ces émotions et dans quelle mesure tu permets qu'elles influencent tes actes. Fais de la respiration une pratique quotidienne, pas seulement une ressource d'urgence. Consacre des moments à inspirer et à expirer consciemment, entraînant ton esprit à revenir au centre lorsque la pression augmente. N'attends pas le conflit pour pratiquer, car la tranquillité s'entraîne avant la tempête, pas pendant. Si chaque jour tu nourris cette habitude, viendra le moment où, face à toute provocation, ton corps saura s'arrêter automatiquement. Pense à combien de problèmes tu aurais pu éviter si tu avais respiré avant de répondre, avant de discuter, avant de te rendre. Cette pause ne change pas ce que font les autres, elle change ce que tu décides de faire avec. Et au final, c'est là la racine du stoïcisme, le contrôle de l'interne face au désordre externe. Ne te trompe pas, respirer n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir. Parce que le véritable fort n'est pas celui qui crie le plus fort, c'est celui qui peut garder le silence quand tout le monde attend son explosion. Celui qui se donne une seconde de calme au milieu de la pression démontre une force que peu de gens connaissent, celle de gouverner son propre volcan. Pratique-le jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Quand tu sens la tension monter, souviens-toi que tu as un outil immédiat à portée de main, ta respiration. Utilise-la pour rompre le cycle de réaction automatique et choisir en conscience. Ce choix répété encore et encore est celui qui construit un esprit solide, capable de résister aux provocations sans perdre l'équilibre. Respire avant de réagir et tu constateras que même si tu ne peux pas contrôler le monde, tu peux toujours te contrôler toi-même. 5. Fais du silence ton refuge. Le bruit constant est comme une fuite d'eau qui ne s'arrête jamais. Au début, il semble inoffensif, mais avec le temps, il érode ta patience, ton énergie et ta clarté. Nous vivons entourés de voix, de notifications, d'opinions et de distractions qui ne s'arrêtent jamais. C'est comme si le monde s'efforçait d'envahir chaque recoin de ton esprit, le remplissant d'échos qui ne sont pas les tiens. Au milieu de tout ce bruit, le silence est devenu un luxe, alors qu'en réalité, il devrait être ton refuge quotidien, l'espace où tu retrouves tes forces et te rappelles qui tu es. Le silence n'est pas vide, ce n'est pas l'absence de vie, c'est l'endroit où ton esprit s'organise, où tes émotions se calment et où tes pensées les plus claires apparaissent. Les stoïciens l'ont toujours compris. Celui qui ne sait pas être en silence avec lui-même ne pourra jamais maîtriser le bruit du monde. Car le véritable contrôle ne se mesure pas à ce que tu réponds aux autres, mais à la tranquillité avec laquelle tu te parles à toi-même quand personne d'autre n'est présent. La plupart des gens craignent le silence parce qu'il les confronte à ce qu'ils essaient de cacher. Quand il n'y a pas de musique, de conversation ou de distraction, la seule chose qui reste est ta voix intérieure, et souvent, nous ne supportons pas de l'écouter. C'est pourquoi nous cherchons à remplir chaque moment avec des stimuli pour éviter de faire face à l'inconfort d'être seul avec notre esprit. Mais c'est justement cet inconfort dont tu as besoin. C'est là que commence le véritable travail de reprogrammation, en écoutant tes peurs, tes doutes et tes contradictions jusqu'à ce qu'ils cessent de te dominer. Fais du silence une pratique consciente.
Je ne parle pas de te retirer du monde comme un ermite. Je parle de réserver des moments dans ta journée où tu éteins tout et es simplement avec toi-même. Cela peut être au réveil, avant de dormir, ou au milieu d'une journée intense. L'important est que ce soit un espace inviolable, un pacte avec toi-même, où personne ni rien ne peut t'interrompre. Dans ces minutes de tranquillité, tu découvriras que l'esprit, en cessant de recevoir du bruit externe, commence à organiser l'interne. Le silence est aussi une arme, parce que celui qui sait se taire sait observer. Et celui qui observe, sans avoir besoin de répondre, gagne un avantage. Dans les discussions, les conflits, les décisions difficiles, le silence te donne du pouvoir. Il te permet d'écouter ce que les autres ne disent pas, d'analyser ce qui compte vraiment et d'agir sans précipitation. Ne confonds pas le silence avec la soumission. Le silence conscient n'est pas passivité, c'est stratégie. C'est savoir que tu n'as pas besoin de réagir à tout, parce que ta valeur ne dépend pas de remplir l'espace avec des mots, mais de la force avec laquelle tu maintiens ton calme. Pratiquer le silence ne sera pas toujours confortable. Au début, tu ressentiras de l'anxiété, de l'ennui ou de l'impatience, mais avec le temps, cela devient une habitude qui renforce ton esprit. C'est comme entraîner un muscle. Plus tu le pratiques, plus il devient fort. Et cette force se traduit par une clarté mentale, une résilience face au chaos et une paix que rien d'extérieur ne peut acheter. Pense à ceci. Le monde crie pour te confondre, mais le silence te murmure la vérité. Et cette vérité est que la tranquillité ne réside pas dans ce que tu as ou dans ce que tu accomplis, mais dans ta capacité à trouver un refuge en toi. Si tu fais du silence ton allié, tu découvriras que peu importe combien le bruit extérieur est fort, tu auras toujours un endroit où rien ne peut te toucher. Cet endroit s'appelle la force intérieure, et il commence par le simple acte de te taire pour t'écouter. 6. Protège ton attention comme ta plus grande arme. Imagine que ton attention est comme un faisceau de lumière dans l'obscurité. Si tu la concentres en un seul point, elle peut traverser n'importe quel obstacle, même couper l'acier comme le fait un laser. Mais si tu la disperses dans toutes les directions, elle n'éclaire guère et se dissipe en quelques secondes. C'est ainsi que fonctionne ton esprit. Peu importe ton intelligence ou ce que tu veux accomplir, si tu ne protèges pas ton attention de ce qui la consomme, tu n'auras jamais la véritable force pour avancer. L'attention est ta ressource la plus précieuse, plus que l'argent, plus que le temps, car c'est là que se construit ta vie. Aujourd'hui, le monde entier conspire pour la voler. Publicité, réseaux sociaux, notifications, conversations futiles, tout est conçu pour capter ton regard, ton énergie et ta concentration. Chaque minute que tu cèdes est un voleur invisible qui te prive de pouvoir sans que tu t'en rendes compte. Et le pire, c'est que beaucoup donnent leur attention volontairement, comme si elle n'avait pas de prix, alors qu'en réalité, elle détermine la qualité de tes journées. Le stoïcisme enseignait que tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, mais tu peux contrôler où tu diriges ton esprit. Si tu laisses n'importe qui le contrôler, tu renonces à ta liberté. Protéger ton attention signifie la blinder avec discipline. C'est décider ce qui mérite ton focus et ce qui ne le mérite pas. C'est fermer la porte aux distractions déguisées en urgence, aux conversations qui n'ajoutent rien, aux stimuli qui cherchent seulement à t'affaiblir. Ce n'est pas une exagération, c'est de la survie mentale, parce que celui qui vit dispersé ne construit jamais rien de solide. Il peut commencer 1000 choses, mais n'en termine aucune, et devient ainsi l'esclave du bruit extérieur. Ton attention doit être traitée comme une arme affûtée. Tu ne la donnes pas à n'importe qui. Tu ne l'utilises pas sans but. Tu ne la gaspilles pas dans des batailles sans sens. Tu la réserves pour ce qui compte. Tes habitudes, ta croissance, tes objectifs. Chaque fois que tu choisis où te concentrer, tu décides quelle partie de toi tu renforceras et quelle partie tu laisseras mourir. Si tu te concentres sur la peur grandit. Si tu te concentres sur la discipline grandit. C'est la loi. Commence par des étapes claires. Élimine les distractions évidentes.
Réduis le temps que tu passes collé au téléphone, éteins les notifications qui ne changent pas ta vie, mets des limites aux personnes qui cherchent ton énergie sans rien donner en retour. Crée des espaces où ton attention est protégée, comme un champ sacré auquel personne ne peut entrer sans permission. Tu remarqueras comment ton esprit gagne en force, car l'énergie qui s'échappait dans 1000 directions coule maintenant vers ce qui te fait vraiment avancer. Protéger ton attention ne signifie pas t'isoler du monde. Cela signifie apprendre à filtrer. Tout comme un guerrier ne se lance pas dans toutes les batailles, tu ne dois pas te livrer à tous les stimuli. La vie est pleine de pièges déguisés en importance. Des messages qui semblent urgents, des nouvelles qui semblent décisives, des drames qui semblent personnels. La vérité est que 90% de tout cela n'a aucun poids dans ton destin. Seul toi décides si tu le laisses entrer ou non. Le stoïcien comprenait qu'un esprit distrait est un esprit faible et que la force se construit en se concentrant sur l'essentiel. Fais de ton attention un territoire sacré, un mur qui ne s'ouvre que pour ce qui compte vraiment. Si tu y parviens, tu découvriras que tu n'as pas besoin de plus d'heures dans la journée. Tu as besoin de plus de concentration. Et cette concentration, utilisée avec discipline, est ce qui transforme l'intention en résultat. 7. Réveillez-vous avec un but. Se réveiller sans but est comme allumer une voiture sans destination. Le moteur rugit, le carburant se consume, les roues tournent, mais il n'y a pas de cap défini. Vous pouvez passer toute la journée à accélérer et pourtant finir au même point où vous avez commencé, épuisé et sans réel progrès. C'est ainsi que beaucoup vivent, se levant par inertie, poussés par la routine ou par des obligations externes, sans prendre le temps de réfléchir à la direction qu'ils veulent prendre. Mais celui qui se réveille avec un but n'ouvre pas seulement les yeux, il ouvre un chemin. Le premier moment de la journée est un terrain vierge, une page blanche où vous décidez du ton de votre journée. Si vous le remplissez de hâte, de plaintes et de distractions, cette énergie vous accompagnera jusqu'à la nuit. En revanche, si vous le commencez avec clarté, discipline et but, le reste de la journée devient une extension de cette force initiale. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle commençait chaque journée en se rappelant qu'il affronterait des personnes difficiles, mais qu'il avait néanmoins le pouvoir d'agir avec vertu. Ce rappel était son ancre, son but pour ne pas dévier. Se réveiller avec un but n'est pas une phrase de motivation, c'est une pratique. Cela signifie ouvrir les yeux et savoir clairement pourquoi vous vous levez, ce que vous voulez semer dans ces heures qui sont devant vous. Il ne s'agit pas de planifier de grandes conquêtes quotidiennes, mais de choisir consciemment comment utiliser votre énergie. Cela peut être un but simple comme travailler avec discipline, parler calmement ou rester concentré. L'important est qu'il soit le vôtre et que vous le portiez comme un guide invisible tout au long de la journée. La plupart des gens se lèvent et la première chose qu'ils font est de chercher une distraction. Regarder le téléphone, se plonger dans les réseaux sociaux, laisser les autres décider de la direction de leurs pensées. C'est l'erreur, car en cédant vos premières minutes, vous cédez votre pouvoir. Ce que vous devriez faire, c'est revendiquer ces instants comme les vôtres, les protéger comme le début sacré de votre journée. C'est là que votre but doit être semé, avant que le bruit du monde n'essaie de vous l'arracher. Faites-en une habitude. Au réveil, au lieu de vous perdre dans l'inertie, répétez votre but à voix haute ou écrivez-le. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui qui me rapproche de la vie que je recherche? Cette question, répondue avec honnêteté, transforme la paresse en direction. Même si votre journée semble répétitive, le but lui donne un sens, parce que vous n'agissez plus par obligation, mais par décision. Le but est aussi un bouclier contre la dispersion. Lorsque des imprévus, des tentations ou des distractions surgissent, vous pouvez revenir à cette intention initiale et vous demander « Est-ce que cela me rapproche de ce que j'ai dit que je ferais aujourd'hui ou est-ce que cela m'éloigne ?» Cette simple réflexion peut vous sauver de retomber dans de vieilles habitudes et vous ramener sur le chemin que vous avez tracé le matin. Ne confondez pas le but avec la perfection. Il ne s'agit pas de réaliser tout ce que vous imaginez, mais de marcher avec une direction. Même si vous échouez dans certaines tentatives, ce qui compte,
c'est que la journée n'a pas été un bateau à la dérive. C'était un pas conscient vers quelque chose de plus grand. Et dans cette répétition quotidienne se forme un caractère solide, un esprit entraîné à vivre avec intention. Se réveiller avec un but, c'est en essence se rappeler chaque matin que vous n'êtes pas ici juste pour survivre, mais pour construire. Que chaque jour, aussi commun qu'il puisse paraître, est une opportunité de modeler votre esprit et votre vie. Commencez la journée avec cette conviction et vous verrez comment le cours de vos actions change. Parce que celui qui contrôle son réveil contrôle aussi le cours de son existence. 8. Termine ta journée avec discipline. Une journée sans clôture consciente est comme un livre ouvert au milieu du vent. Les pages se plient, la poussière s'accumule et l'histoire perd sa cohérence. C'est ce qui arrive à ceux qui laissent la journée se terminer sans un acte de discipline, sans une ligne finale qui ordonne ce qui a été vécu et prépare ce qui viendra. Tu peux avoir fait beaucoup de choses, mais si la journée s'éteint dans le désordre, l'esprit reste coincé dans les tâches en attente, les culpabilités et le bruit qui se traîne jusqu'au lendemain matin. La force intérieure ne se construit pas seulement au début de la journée, mais aussi dans la manière dont tu la termines. Le stoïcisme le comprenait parfaitement. Sénèque recommandait chaque soir de revoir ce qui avait été vécu, d'analyser où il avait échoué et où il avait agi avec vertu. Cette habitude n'était pas une punition, c'était un entraînement. Parce que la discipline ne se mesure pas seulement par ce que tu fais au début, mais par comment tu maintiens ton intégrité jusqu'au dernier moment avant de dormir. Terminer la journée avec discipline signifie ne pas laisser de fils non résolus qui perturbent ton repos. Il ne s'agit pas de finir épuisé, ni de rayer des listes interminables, mais de t'assurer que les heures que tu as vécues avaient un sens, et que ce que tu as appris ne se perd pas. Une brève réflexion suffit. Qu'ai-je fait aujourd'hui qui m'a renforcé? Qu'ai-je fait qui m'a affaibli? Cette révision quotidienne est comme aiguiser une arme. Elle te prépare à l'utiliser mieux demain. L'erreur la plus courante est de laisser la nuit être dominée par la fatigue et l'inertie. Télévision, réseaux sociaux, conversations vides, tout sert d'anesthésie pour éviter de penser. Mais ce repos, en réalité, ne libère pas. Il ne fait qu'engourdir l'esprit et voler la clarté. La discipline nocturne est un filtre, écarter l'inutile et donner de l'espace à l'essentiel. Un livre qui te nourrit, un silence qui te centre, un examen honnête de tes actions. Tu n'as pas besoin d'heures, tu as besoin d'intention. C'est aussi le moment de lâcher prise. Tout comme tu nettoies ton espace physique, tu dois nettoyer ton espace mental avant de dormir. N'emporte pas au lit les disputes, les culpabilités ou les tâches en attente que tu ne peux pas résoudre à ce moment-là. Écris-les, note-les, mais ne les porte pas avec toi. La discipline de terminer la journée comprend la reconnaissance que demain sera un autre terrain de travail et que le repos fait partie de la stratégie. Ce n'est pas un luxe. En terminant la journée avec discipline, tu crées une frontière claire entre l'effort et la régénération. Ton esprit comprend qu'il a rempli son rôle et peut se livrer au repos sans anxiété. Cette clarté est ce qui te permet de te réveiller avec force, car il n'y a pas d'ombre du jour précédent envahissant ton lever de soleil. Et voici la clé. Ce que beaucoup appellent le manque de motivation le matin est en réalité la conséquence d'une mauvaise fin de soirée. Fais de cette habitude un rituel. Cela peut être simple. Revoir 3 réussites, une erreur et un objectif pour demain. Ce petit geste répété avec constance reprogramme ton esprit vers l'amélioration continue. Tu ne vis plus en pilote automatique, mais dans un cycle conscient d'apprentissage et de croissance. Terminer la journée avec discipline est l'acte silencieux qui forge la véritable force. Parce que celui qui se révise, se met en ordre et se prépare, ne se couche jamais de la même manière qu'il s'est réveillé. Et cette différence, accumulée jour après jour, est ce qui transforme une vie ordinaire en une vie dirigée par la clarté, la fermeté et le but. Ton dernier acte de la journée doit être une déclaration.
Je ne me laisse pas emporter par l'inertie, je termine avec discipline et je reviens plus fort demain. Tu cours après la paix, l'amour, le succès et la reconnaissance comme s'ils étaient des proies qui t'échappent entre les doigts. Et plus tu cours vite, plus ils s'éloignent. C'est le piège de la vie moderne. Plus tu implores ce que tu désires, plus tu le repousses. Ce que tu appelles recherche est en réalité une chaîne invisible, une esclavage déguisé en ambition. L'homme d'aujourd'hui ne vit pas. Il survit en poursuivant la validation, le confort et le contrôle. Regarde autour de toi. Tout le monde court avec hâte, montrant des réalisations vides, exhibant un bonheur de vitrine qui s'effondre dès que les lumières s'éteignent. Et qu'est-ce qui reste? L'anxiété, la dépendance, la frustration. Le désespoir n'attire pas l'amour, n'attire pas la paix, n'attire pas le respect. Il attire l'indifférence, l'échec et le vide. Le stoïcisme brise ce cycle. Il ne te demande pas de mendier ni de supplier, il exige que tu te tiennes debout, que tu lâches ce que tu ne peux pas contrôler, que tu renforces ton esprit comme une forteresse imprenable et que tu te souviennes que la vraie grandeur ne se montre pas en courant après quoi que ce soit, mais en restant ferme. Celui qui maîtrise sa patience, son silence et son détachement n'a pas besoin de poursuivre quoi que ce soit, car il devient un aimant qui attire ce que les autres implorent. Ce n'est pas un discours de consolation, c'est un appel à se réveiller. Tant que tu poursuivras, tu seras esclave. Lorsque tu décideras de t'arrêter et de te gouverner, ce que tu désires viendra à toi. Reste jusqu'à la fin, car tu découvriras 8 leçons stoïciennes qui changeront la façon dont tu affrontes la vie et t'apprendront à transformer la poursuite en attraction. 1. Fais de ton esprit une forteresse imprenable. Un château ne se construit pas avec des briques fragiles, ni avec des murs faibles. Il se construit avec des fondations solides, avec des pierres qui ne cèdent pas au vent ni à la tempête. Ton esprit doit être ainsi, une forteresse imprenable qui ne s'effondre pas face à la pression extérieure, ni à l'incertitude de l'avenir. Car si ta force mentale dépend de ce que disent les autres, de ce qu'ils applaudissent ou de ce qu'ils te refusent, alors tu n'as pas un château, tu as une cabane qui se brise au premier souffle du monde. Fais de ton esprit un territoire sacré que personne ne peut envahir sans ton autorisation, car c'est dans cette forteresse que réside la véritable liberté. La société moderne vit en esclavage de l'anxiété précisément parce que ses murs internes sont construits avec la validation externe. Un commentaire négatif, un rejet, une comparaison sur les réseaux sociaux suffisent pour faire s'effondrer la sécurité de quelqu'un. Et lorsque ta sécurité dépend de facteurs externes, tu es condamné à vivre dans un état de guerre constante, car l'extérieur ne sera jamais stable. La forteresse de ton esprit ne peut pas être construite avec des matériaux que tu ne contrôles pas. Elle doit être élevée avec discipline, avec autocontrôle et avec la certitude que ta valeur ne dépend d'aucun applaudissement. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable bataille se déroule dans ce que nous pensons et comment nous interprétons la réalité. Tu peux affronter la même tempête que les autres, mais si ton esprit est entraîné pour résister, cette tempête ne détruit pas, elle renforce seulement. Marc Aurèle le disait clairement, l'esprit s'adapte et transforme toute difficulté en vertu. C'est l'essence d'une forteresse imprenable. Il ne s'agit pas d'éviter les difficultés. Il s'agit de les transformer en entraînement pour la force intérieure. Un exemple simple. Si quelqu'un te critique durement, ta réaction montre la qualité de tes murs internes. Celui qui n'a pas de force s'effondre, se sent attaqué, se consume en anxiété. Celui qui a construit une forteresse mentale reçoit la critique, filtre ce qui est utile et rejette ce qui est bruit, sans perdre son centre. Cette capacité à ne pas laisser l'extérieur détruire ta paix est ce qui différencie un homme libre d'un homme esclave de l'opinion. Fais de ton esprit un lieu ordonné. Entraîne-le chaque jour comme tu entraînes ton corps. Car la force mentale n'apparaît pas par hasard, elle se forge avec la pratique. Consacre des moments de silence, réfléchis à tes pensées, questionne chaque impulsion avant de te laisser emporter par elle. La forteresse se construit avec patience, pierre sur pierre,
pensée sur pensée, jusqu'à ce que l'extérieur n'ait plus le pouvoir de la renverser. Ne confonds pas cette force avec la froideur ou l'indifférence, car il ne s'agit pas de vivre isolé ni de fermer le cœur. Il s'agit de te gouverner, de ne pas réagir comme un esclave à chaque stimulus. La forteresse n'empêche pas le vent de souffler, elle reste simplement debout malgré lui. C'est la différence entre un homme qui poursuit désespérément la paix et un autre qui l'habite déjà en lui. Celui qui réussit à faire de son esprit une forteresse imprenable cesse de courir après ce qu'il désire. Il cesse de mendier la reconnaissance, de craindre le rejet, de dépendre des circonstances. Il devient quelqu'un qui rayonne de fermeté, qui inspire le respect sans l'exiger, qui attire la paix parce qu'il la porte déjà en lui. C'est la première grande leçon stoïcienne. Avant de conquérir quoi que ce soit à l'extérieur, tu dois conquérir ton propre esprit, car tout ce que tu cherches commence et se termine dans la façon dont tu penses et comment tu décides de faire face à la vie. 2. Cultive la patience active. La rivière qui coule ne s'impatiente pas pour atteindre la mer, elle avance calmement, traversant des pierres et des détours, sans s'arrêter, mais sans non plus s'accélérer de manière désespérée. Ta patience doit être ainsi, non pas une excuse pour rester immobile en attendant que la vie change d'elle-même, mais une force silencieuse qui te pousse à continuer à avancer avec fermeté, sans anxiété, sans hâte inutile. La patience active est la différence entre celui qui se brise par le désespoir de vouloir des résultats immédiats et celui qui construit, jour après jour, avec la certitude que tout arrive en son temps. L'homme moderne a confondu patience avec faiblesse. Il pense que être patient, c'est croiser les bras, supporter les injustices ou se résigner à la médiocrité. C'est pourquoi il cherche des raccourcis, des solutions rapides, des gratifications instantanées qui ne résolvent rien. Il s'impatiente dans une file d'attente, se frustre avec un retard, désespère parce que le succès n'arrive pas au rythme de son anxiété. Et en se précipitant, il perd la capacité de soutenir des processus, de résister à des épreuves et de former du caractère. Le manque de patience est le carburant de l'anxiété qui le consume et le transforme en esclave de l'immédiateté. Le stoïcisme enseigne le contraire. La patience est un pouvoir actif, pas une attente passive. Cela signifie supporter avec sérénité ce que tu ne peux pas accélérer, tout en travaillant sur ce qui est sous ton contrôle. C'est se lever chaque jour et faire le pas qui correspond, même si tu ne vois pas de résultats immédiats. C'est rester ferme dans ton processus, sans te rendre à cause de l'impatience de ne pas récolter encore ce que tu as semé. Cette discipline silencieuse est ce qui distingue celui qui réalise de grandes choses de celui qui abandonne à mi-chemin. Pense à quelqu'un qui entraîne son corps. Il n'obtient pas de force en une seule séance, ni de discipline en une semaine. Le progrès se construit lentement, presque imperceptiblement, et n'est remarqué qu'après des mois de constance. La patience active est celle qui permet de maintenir la pratique, même si les résultats ne sont pas encore visibles, parce qu'elle comprend que chaque jour compte et que chaque effort s'accumule. Celui qui désespère abandonne, celui qui cultive la patience continue jusqu'à ce que le changement devienne inévitable. La patience active implique également un contrôle sur les émotions. Lorsque tu fais face à une difficulté, l'esprit impatient exige des solutions immédiates, crie pour s'échapper, s'enfonce dans la frustration. L'esprit patient évalue, observe, prend des décisions depuis le calme et conserve de l'énergie pour agir avec précision. Cette différence entre réagir avec hâte ou répondre avec sérénité marque le destin de toute situation. Mais cultiver cette vertu nécessite de l'entraînement. Il ne s'agit pas seulement d'attendre, mais de transformer l'attente en action consciente. Apprends à respirer profondément lorsque l'anxiété te brûle de l'intérieur. Fixe-toi des petits objectifs qui te rappellent que progresser n'est pas toujours sauter. Parfois, c'est marcher lentement. La patience active est une arme contre le désespoir qui ruine les relations, les projets et les rêves.
Combien de personnes détruisent des liens parce qu'elles ne supportent pas le rythme de l'autre? Combien abandonnent leurs objectifs parce qu'elles ne voient pas de résultats immédiats? Combien perdent la paix parce qu'elles veulent contrôler ce qui n'est pas encore prêt? L'impatient devient l'esclave de la frustration. Le patient devient le maître de son temps et de son énergie. Lorsque tu cultives la patience active, tu cesses de poursuivre avec anxiété ce que tu désires. Tu deviens quelqu'un qui avance sans s'arrêter, mais sans désespérer. 3. Brise la dépendance à la validation. Le miroir que tu poursuis pour confirmer ta valeur change constamment de forme, se fissure et reflète des images qui ne sont pas réelles. Ainsi vit celui qui dépend de l'approbation des autres, se modelant selon les yeux des autres, se fragmentant en versions qui ne finissent jamais de s'adapter. Ce besoin d'être vu, reconnu et applaudi se transforme en une prison invisible qui vole la liberté et nourrit l'anxiété. Chaque critique est ressentie comme un coup et chaque silence comme un rejet, car l'identité est construite sur des fondations qui n'appartiennent pas à soi-même. La société a transformé la validation en monnaie courante. Réseaux sociaux, opinion publique, comparaison constante, tout pousse à mesurer la valeur personnelle en fonction des réactions externes. Le problème est que ces réactions ne sont jamais stables. Aujourd'hui, on t'applaudit, demain on t'oublie, après-demain on te critique. Vivre sous cette fluctuation, c'est accepter que ta paix dépend de la volatilité du monde, et c'est la forme la plus claire de l'esclavage émotionnel. Le stoïcisme offre une autre perspective. Ta valeur ne dépend de rien d'extérieur, mais de la cohérence interne. Épictète le résumait dans l'idée que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais le jugement que nous portons sur elles. Il en va de même pour la reconnaissance. Ce n'est pas la critique qui te blesse, mais ton besoin qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas l'indifférence qui te détruit, mais l'obsession d'être toujours vu. En brisant cette chaîne, la porte s'ouvre à une liberté qui ne peut être arrachée. Vivre sans cette dépendance ne signifie pas ignorer le monde ou mépriser tout le monde. Cela signifie maintenir ton centre même lorsque les autres ne le reconnaissent pas. Cela implique d'écouter sans s'effondrer, d'accepter les éloges sans qu'ils deviennent ton carburant, d'agir selon tes principes même s'il n'y a pas d'applaudissements. C'est la décision d'être intègre avec toi-même, avant d'être accepté par n'importe qui. Paradoxalement, plus tu supplies pour la validation, moins tu obtiens de respect. Le besoin repousse parce qu'il montre le vide, la fragilité et la dépendance. La fermeté, en revanche, attire. Celui qui marche sûr de son jugement et de ses valeurs, même si les autres le remettent en question, suscite une admiration authentique. L'authenticité devient un aimant beaucoup plus puissant que toute tentative de plaire à tout le monde. Pratiquer cette leçon nécessite du courage. Cela signifie apprendre à dire non quand on s'attend à ce que tu dises oui, maintenir tes décisions même si elles dérangent, accepter que ton chemin ne sera pas approuvé par tous. Cela exige d'examiner tes actes et de te demander « Est-ce que je fais cela parce que je pense que c'est correct ou parce que je veux qu'on m'applaudisse ?» Chaque fois que tu choisis de plaire plutôt que d'être authentique, tu cèdes ton pouvoir. L'entraînement commence dans le quotidien. Fais des choses que tu ne partages nulle part, des décisions petites que seul toi connais et qui te font te respecter davantage. Apprends à remercier un compliment sans en dépendre, à recevoir une critique sans perdre l'équilibre. Écris-le si nécessaire et répète-le. Ma valeur ne dépend de l'approbation de personne. Cette phrase, lorsqu'elle devient une conviction, est un bouclier que rien d'extérieur ne peut traverser. Briser la dépendance à la validation, c'est retrouver ta liberté. Tu n'auras plus besoin de courir après les applaudissements parce que la cohérence sera suffisante. Et de cette indépendance, tu attireras plus de respect que tu n'as jamais réussi à mendier de l'attention. Le bruit des opinions des autres deviendra un écho lointain, tandis que la voix qui compte vraiment, la tienne, s'élèvera claire et ferme pour guider le cours de ta vie. 4. Entraîne-toi à l'inconfort volontaire. Le métal le plus fort ne n'est pas brillant, il est forgé entre les flammes, les coups et la pression.
Sans feu et sans marteau, il resterait un morceau faible de matière sans forme. Il en va de même pour l'esprit et le caractère. Si tu ne traverses pas l'inconfort, tu ne découvriras jamais ta véritable force. Et dans un monde qui vend le confort comme le plus grand des trésors, s'entraîner à l'inconfort devient une rébellion consciente contre l'esclavage moderne. La plupart des gens fuient tout ce qui fait mal, tout ce qui coûte, tout ce qui demande des efforts. Ils préfèrent ce qui est immédiat, facile, ce qui ne demande ni patience ni discipline. Mais cette obsession d'éviter l'inconfort génère de la fragilité. Lorsque la première crise survient, lorsque la vie frappe sans prévenir, celui qui n'a jamais entraîné sa résilience s'effondre. Le stoïcisme enseigne que l'inconfort volontaire n'est pas une souffrance inutile, c'est une préparation. Marc Aurèle l'a bien compris. Celui qui s'entraîne à accepter les difficultés quotidiennes développe un esprit capable de résister à des épreuves bien plus grandes. Dormir par terre certaines nuits, résister à l'envie de manger pour le plaisir immédiat, s'exposer au froid ou au silence, sont des exemples de pratiques qui semblent petites, mais qui envoient un message puissant à l'esprit. Je peux supporter plus que je ne le pense. Je ne suis pas esclave du confort. Dans la vie quotidienne, s'entraîner à l'inconfort signifie choisir consciemment l'effort lorsque le corps demande à fuir. Cela signifie se lever tôt lorsque tu as envie de rester au lit, rester calme lorsque tout pousse à la réaction, affronter une conversation inconfortable au lieu de la fuir. Chaque acte de discipline volontaire est un rappel que tu es maître de toi-même et non esclave de tes impulsions. L'homme moderne cherche la paix, le succès et la reconnaissance, mais il les poursuit depuis le confort. Il veut un corps fort sans transpiration, il veut du respect sans sacrifice, il veut de l'amour sans vulnérabilité, il veut la paix sans silence. Et cette contradiction le condamne à la frustration. Celui qui choisit de s'entraîner à l'inconfort, en revanche, apprend que la force se construit à chaque renoncement au plaisir immédiat, à chaque décision de tenir bon, alors qu'il serait plus facile de se rendre. C'est là la racine du respect de soi. L'inconfort volontaire est aussi une arme contre l'anxiété. Lorsque tu choisis consciemment de passer par des épreuves que d'autres éviteraient, ton esprit s'adapte, se renforce et perd la peur de l'inattendu. Tu n'as plus peur des changements ni des crises, parce que tu as entraîné en toi la capacité de résister. Et cet entraînement rend la vie plus prévisible, car ce qui effraie les autres n'est pour toi qu'un autre défi que tu peux relever. Mets-le en pratique de manière concrète. Marche sous la pluie sans courir te réfugier. Consacre une journée à être sans distraction technologique. Fais de l'exercice même si la fatigue te pèse. Jeûne pendant quelques heures même si ton corps réclame. Ce sont des exemples simples mais efficaces qui renforcent ton caractère. L'objectif n'est pas de souffrir, c'est de te rappeler que tu peux contrôler ton esprit, que tu n'es pas dominé par chaque impulsion de confort que l'environnement vend comme indispensable. T'entraîner à l'inconfort volontaire, c'est rompre avec l'illusion que la vie doit être douce pour être bonne. C'est choisir le feu qui forge plutôt que la rouille qui détruit. Et lorsque ton caractère a passé des épreuves que d'autres n'auraient jamais affrontées, ta présence devient différente. Tu irradies la force, la discipline et la sérénité. Tu n'as plus besoin de poursuivre le respect, car le monde reconnaît en toi quelqu'un qui s'est forgé comme le métal le plus fort, résistant, ferme et libre. 5. Pratiquer le détachement conscient. Les mains qui s'accrochent désespérément au sable finissent par le perdre entre leurs doigts. Plus vous essayez de le retenir, plus il s'échappe rapidement. Il en va de même pour les personnes, les réalisations, les choses matérielles et les illusions de contrôle. L'attachement obsessionnel ne garantit pas la sécurité, il garantit la souffrance. Le détachement conscient, en revanche, n'est pas de l'indifférence. C'est la sagesse de comprendre que rien ne nous appartient totalement et que s'accrocher ne fait que multiplier l'anxiété. L'homme moderne vit entouré de chaînes invisibles qu'il nourrit lui-même.
Il s'accroche à une relation par peur de la solitude, à un travail qui détruit sa santé, à des objets qui ne comblent jamais le vide intérieur. Et plus il dépend de ces choses, plus il devient fragile, car il suffit que le monde change pour que sa paix s'effondre. Le stoïcisme nous enseigne que tout ce qui est externe est emprunté. Marc Aurèle le rappelait, la vie elle-même est un prêt temporaire, et ce que vous possédez aujourd'hui peut cesser d'être à vous demain. Comprendre cela ne doit pas générer de tristesse, mais de la liberté. Si vous savez que rien ne vous appartient complètement, vous pouvez profiter de ce que vous avez sans être obsédé par le fait de le retenir. Le détachement conscient est en essence la pratique de lâcher sans peur et d'aimer sans chaîne. Pratiquer le détachement ne signifie pas rejeter ce que la vie vous donne. Cela signifie ne pas en dépendre pour être en paix. Vous pouvez profiter d'une relation sans en faire votre seule source de bonheur. Vous pouvez travailler pour vos objectifs sans que le résultat ne définisse votre valeur. Vous pouvez posséder des biens matériels sans qu'ils aient de pouvoir sur votre identité. Le détachement conscient transforme la façon dont vous vous reliez à tout. Il cesse d'être une nécessité et devient un choix. L'attachement est aussi à l'origine d'une grande partie de l'anxiété. Vous voulez que les choses soient permanentes alors que la vie est mouvement. Vous voulez que les gens restent alors que nous sommes tous de passage. Vous voulez que les circonstances ne changent pas alors que le changement est la seule certitude. Cette lutte contre l'inévitable ne fait que vous épuiser. En revanche, lorsque vous pratiquez le détachement conscient, vous apprenez à accepter le flux naturel de la vie. Vous comprenez que ce qui arrive est un cadeau et que ce qui part est une partie du processus. Un exemple clair est l'amour. Celui qui aime avec attachement cherche à contrôler, exige des garanties, vit dans la peur constante de perdre. Celui qui aime avec détachement profite de la présence de l'autre sans prétendre le posséder, car il sait que le véritable respect naît de la liberté. Il en va de même pour le succès. Celui qui le poursuit avec obsession ne l'apprécie jamais, car il craint toujours de le perdre. L'entraînement pour cultiver cette vertu commence par des actes simples. Débarrassez-vous des choses que vous gardez par peur de perdre quelque chose de vous-même, alors qu'en réalité, elles ne signifient rien. Apprenez à être en silence, sans avoir besoin de remplir chaque moment de distraction. Acceptez que vous ne contrôlerez pas toutes les réactions, ni tous les destins. Rappelez-vous chaque jour que la seule possession véritable est votre esprit, et que tout le reste peut changer d'un moment à l'autre. Pratiquer le détachement conscient, c'est choisir la liberté plutôt que l'obsession. C'est lâcher avec sérénité plutôt que retenir avec anxiété. Et lorsque vous parvenez à vivre de cette manière, quelque chose de puissant se produit. Vous cessez de repousser ce que vous désirez et commencez à l'attirer. Car les personnes, les opportunités et la paix arrivent naturellement à celui qui ne les poursuit pas avec désespoir, mais à celui qui les reçoit avec calme, sans chaîne et avec une fermeté intérieure. 6. Protège ton énergie comme un royaume. Un royaume qui ne prend pas soin de ses murailles tombe bientôt aux mains de l'ennemi. Peu importe combien de soldats il a ou combien de richesses il cache, si ses portes sont ouvertes et que n'importe qui entre et sort à sa guise, tôt ou tard il sera en ruine. Il en va de même pour ton énergie. Si tu ne mets pas de limite, si tu permets à n'importe qui de voler ton temps, tes pensées ou ta tranquillité, tu finiras vide, usé et sans force pour ce qui compte vraiment. Ton énergie est ton plus grand trésor, et la protéger est un devoir, pas une option. L'homme moderne vit épuisé non pas parce qu'il travaille trop, mais parce qu'il gaspille son énergie dans des batailles inutiles. Il se consume dans des discussions qui ne mènent à rien, dans des soucis pour des choses qu'il ne peut pas contrôler, dans des relations qui ne font que drainer sa paix. Et pendant qu'il cherche la paix et le succès, tout ce qu'il trouve est une fatigue chronique, parce qu'il a donné ses forces à des causes qui n'ont jamais mérité son attention. Le stoïcisme enseigne que tout ne mérite pas une réponse. Tout ne mérite pas ta réaction, tout ne mérite pas ton énergie. Épictète disait que les choses extérieures n'ont pas de pouvoir sur toi à moins que tu ne le leur donnes.
La véritable discipline consiste à choisir où concentrer ta force et dans quelle bataille participer. Protéger ton énergie ne signifie pas fuir la vie. Cela signifie savoir distinguer ce qui te construit de ce qui te détruit. Pense à cela de cette façon. Chaque jour, tu te réveilles avec une quantité limitée d'énergie, comme des pièces d'or dans un coffre. Si tu les dépenses en plaintes, en discussions, en essayant de plaire à tout le monde, en colère pour des petites choses, à la fin de la journée, tu n'auras rien à investir dans ce qui compte vraiment. Mais si tu apprends à gérer ces pièces, si tu choisis bien où mettre ton attention, ton énergie grandit, se multiplie et devient la base de ta force. Protéger ton énergie implique d'établir des limites claires. Cela signifie dire non quand quelque chose envahit ta paix, même si les autres ne le comprennent pas. Cela signifie couper les conversations qui ne font que semer la négativité. Cela signifie s'éloigner des environnements qui drainent ton esprit et s'entourer de personnes qui te renforcent. Tu ne peux pas vivre comme un royaume sans murailles et espérer rester debout. Le respect commence par toi-même, et ce n'est que lorsque tu protèges ton énergie que les autres apprennent à la respecter. Cela implique aussi de surveiller ce que tu consommes au niveau mental. Je ne parle pas seulement de nourriture pour le corps. Je parle de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Des nouvelles qui génèrent de la peur, des comparaisons qui empoisonnent ton estime de toi, des pensées répétitives qui ne font que t'épuiser. Chaque stimulus est comme un visiteur dans ton royaume, et c'est toi qui décides si tu ouvres la porte ou si tu la fermes. Laisser entrer des déchets mentaux est l'équivalent d'ouvrir la muraille pour que les pillards entrent. Un exercice pratique est de faire un inventaire de tout ce qui te prend de l'énergie dans ta vie quotidienne. Observe quelles conversations te laissent t'épuiser, quelles pensées se répètent sans sens, quelles activités te volent plus qu'elles ne te donnent. Ensuite, peu à peu, commence à réduire cette dépense inutile. Il ne s'agit pas de vivre isolé, mais d'apprendre à gérer ton énergie vitale avec intelligence. Protéger ton énergie comme un royaume n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité. Car sans énergie, tu ne peux pas grandir, tu ne peux aider personne, tu ne peux soutenir tes objectifs ni ta paix. L'anxiété naît souvent de dépenser des forces sur ce qui ne dépend pas de toi. La sérénité, en revanche, surgit lorsque tu prends soin de tes murailles et choisis consciemment où investir ton attention. Et lorsque tu parviens à vivre de cette façon, tu cesses de poursuivre la paix et le respect, car ils viennent d'eux-mêmes en voyant que tu gouvernes ton propre royaume intérieur avec fermeté et autorité. 7. Maîtriser le mot avec précision. Le mot est comme une épée. Dans des mains inexpérimentées, il blesse sans contrôle, cause des dommages irréparables et devient une arme dangereuse contre celui qui la manie. Mais entre les mains d'un guerrier discipliné, il devient un outil de précision, capable de couper seulement ce qui est nécessaire et de défendre fermement sans gaspiller d'énergie. Il en va de même pour le langage. Celui qui parle sans réfléchir devient l'esclave de sa propre bouche, mais celui qui maîtrise le mot gouverne son environnement avec respect et autorité. L'homme moderne vit pris au piège du bruit. Il parle trop, promet sans tenir, discute pour imposer, donne son avis sur tout sans rien comprendre. Chaque mot lancé sans soin affaiblit sa crédibilité et érode sa force. Quand quelqu'un ne mesure pas ce qu'il dit, il transmet de l'insécurité et sa voix devient un écho vide que personne ne respecte. En revanche, celui qui maîtrise le mot transmet la sérénité, inspire la confiance et projette la force même dans le silence. Le stoïcisme enseigne qu'il ne faut pas parler plus que nécessaire, ni dire ce qui n'édifie pas. Sénèque avertissait que souvent le silence est plus puissant que n'importe quel discours. Maîtriser le mot ne signifie pas parler peu, cela signifie parler avec précision. Cela signifie choisir les mots comme un artisan choisit ses outils, sachant que chaque phrase peut construire ou détruire, attirer le respect ou semer la méfiance. Regardez ce qui se passe dans une discussion. Celui qui se laisse emporter par la colère crie, insulte et s'épuise, mais convainc rarement.
Celui qui contrôle ses mots répond calmement, utilise des phrases claires, ne se laisse pas provoquer et, sans avoir besoin de hausser la voix, impose le respect. Maîtriser le mot, c'est maîtriser l'émotion qui le soutient. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites, mais de la force silencieuse qui se cache derrière vos mots. Pratiquer cette discipline exige 3 étapes. Réfléchir avant de parler, parler avec précision et se taire quand c'est nécessaire. Réfléchir avant de parler, c'est se demander si ce que vous allez dire construit ou détruit, si c'est vrai ou juste un élan. Parler avec précision, c'est éviter les fioritures inutiles, les phrases vides ou les promesses impossibles. Et se taire quand c'est nécessaire, c'est se rappeler que toute provocation ne mérite pas de réponse et que parfois le silence est la déclaration la plus ferme de toutes. Celui qui maîtrise le mot comprend aussi le pouvoir de l'écoute. Parce que parler avec précision ne signifie pas monopoliser le dialogue. Cela signifie savoir écouter pour répondre avec sagesse. Celui qui écoute attentivement gagne en clarté et sa réponse devient plus précise. En revanche, celui qui interrompt et se précipite révèle de l'anxiété et un manque de contrôle. Le mot précis naît du silence attentif. Un exercice utile est de s'entraîner à la retenue. Lorsque vous ressentez l'envie de répondre immédiatement, respirez et retardez votre réaction de quelques secondes. Cet espace coupe le pouvoir de l'impulsion et vous permet de choisir plus clairement ce que vous allez dire. Un autre exercice est de réduire vos mots à l'essentiel. Communiquez ce que vous voulez en le moins de phrases possible, sans fioritures inutiles. Cette économie de langage génère de la force et de l'autorité. La maîtrise du mot signifie également éviter le gaspillage. Chaque promesse non tenue, chaque mot lancé sans réfléchir, est comme un trou dans le mur de votre crédibilité. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Si vous n'êtes pas sûr, ne promettez pas. Celui qui aligne parole et action devient une personne de confiance, et la confiance est une forme puissante de respect. Maîtriser le mot avec précision est plus qu'un art, c'est une stratégie de vie. 8. Habite le présent avec fermeté. L'horloge ne s'arrête jamais, mais la plupart des gens vivent coincés à ces 2 extrémités. Certains se consument en regardant en arrière, portant des culpabilités, des nostalgies ou des souvenirs qui n'existent plus. D'autres se perdent dans le futur, obsédés par ce qui n'est pas encore arrivé, imaginant des scénarios qui alimentent la peur et l'anxiété. Et dans cette danse, entre ce qui est déjà mort et ce qui n'est pas encore né, le présent s'échappe comme de l'eau qui coule entre les mains. Habiter le maintenant avec fermeté est le seul moyen de récupérer la vie que vous possédez réellement. L'homme moderne cherche la paix et le succès en courant après des illusions futures, comme si le bonheur était un prix qui n'apparaît qu'après avoir obtenu plus d'argent, plus de reconnaissance ou plus d'affection. Mais cette course ne finit jamais, car quand il obtient quelque chose, il désire déjà la chose suivante. L'esprit ne se calme jamais, il exige toujours plus, et cette faim perpétuelle le transforme en esclave de l'inaccessible. Le stoïcisme enseigne que vous n'avez de pouvoir que sur cet instant. Marc Aurèle le répétait, vous ne vivez ni hier ni demain, seulement ce bref moment. Tout le reste est illusion. Lorsque vous choisissez d'être présent, vous arrêtez de mendier dans le temps ce qui est déjà entre vos mains. Et il ne s'agit pas de vivre avec indifférence envers l'avenir ou d'effacer la mémoire, il s'agit de mettre votre cœur dans ce que vous pouvez faire maintenant, sans vous laisser distraire par ce que vous ne contrôlez pas. Habiter le présent avec fermeté signifie que vous ne reportez pas votre paix à demain, ni ne traînez votre douleur d'hier jusqu'à aujourd'hui. Cela signifie que vous travaillez sur ce qui est devant vous avec une pleine attention, sans hâte et sans dispersion. L'homme qui vit ainsi attire le respect car il projette le calme et la sécurité. Un exemple clair se trouve dans les conversations. Celui qui habite le présent écoute avec une véritable attention, regarde dans les yeux, répond avec clarté. Cette présence a plus de pouvoir que 1000 discours. En revanche, celui qui est distrait en pensant à son passé ou à ce qu'il fera ensuite transmet un vide, comme s'il n'était pas vraiment là.
Les gens ressentent cette absence et s'éloignent, car personne ne veut être avec quelqu'un qui n'est jamais là. Pratiquer cette leçon nécessite de la discipline. Commencez par le plus simple. Quand vous mangez, mangez sans distraction, sans regarder un écran. Quand vous travaillez, concentrez-vous sur la tâche, sans sauter d'une chose à l'autre. Quand vous parlez, écoutez avant de répondre. Et quand votre esprit essaie de vous entraîner dans le passé ou dans le futur, rappelez-lui fermement. La seule réalité est ici. Cette répétition entraîne votre attention jusqu'à ce qu'elle devienne votre plus grande arme contre l'anxiété. Habiter le présent ne signifie pas cesser d'avoir des objectifs. Cela signifie avancer vers eux sans vous perdre dans l'obsession. C'est travailler avec constance aujourd'hui, sachant que l'avenir se construit avec la somme de chaque instant vécu avec fermeté. C'est accepter que le passé ne peut pas être changé, mais qu'il peut vous enseigner. C'est reconnaître que la seule chose que vous possédez vraiment est cette seconde, et que la gaspiller, c'est perdre votre vie. Lorsque vous habitez le présent avec fermeté, vous cessez d'être l'esclave de l'anxiété pour ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne poursuivez plus la paix, car vous la trouvez ici même. Vous ne courez plus après la reconnaissance, car votre présence authentique attire le respect sans avoir besoin de le mendier. Et vous n'échappez plus au vide, car vous apprenez à remplir chaque moment avec conscience et intention. C'est la dernière grande leçon. Le maintenant n'est pas un pont pour arriver à autre chose. C'est l'endroit où tout commence et où se trouve tout. Quand quelqu'un t'ignore, tu ne perds rien. Ce qui se passe vraiment, c'est que tu découvres la vérité. Ce silence qui fait mal n'est pas une punition. C'est une révélation qui dévoile la réalité. Tu n'aurais jamais dû poursuivre celui qui n'avait pas le courage de rester. Le rejet ne te retire rien. Il te montre crûment qui tu n'avais jamais besoin dans ta vie. L'erreur la plus courante est de laisser l'anxiété et l'ego prendre le contrôle, en réagissant avec des messages compulsifs, des insinuations ou des tentatives désespérées d'être vu. Mais cela ne fait qu'alimenter l'illusion que ta valeur dépend des autres. Le stoïcisme va dans la direction opposée. Il t'apprend que la véritable force réside dans la maîtrise de soi, dans le fait de ne pas céder ta paix à personne, de rester calme, même lorsque l'absence de l'autre résonne. Ici, le point n'est pas de mendier de l'attention, c'est d'utiliser ce vide comme un entraînement pour ton caractère. Chaque fois que quelqu'un s'éloigne, tu as entre tes mains la possibilité de grandir ou de t'enfoncer. Et cette décision n'est pas prise par le rejet, c'est toi qui la prends. Parce que ce qui définit ta vie ne sont pas les réponses qui n'arrivent pas, mais ce que tu as fait avec le silence qu'ils ont laissé derrière eux. Cette vidéo n'est pas un réconfort bon marché, ni un discours de tout ira bien. C'est un appel à se réveiller, à cesser de dépendre des validations externes, à rediriger ton énergie vers la seule chose qui ne t'abandonnera jamais, ton propre caractère. Ici, tu trouveras 8 leçons qui ne sont pas une théorie vide. Ce sont des pratiques quotidiennes pour durcir ton esprit, renforcer ton esprit et transformer ce que d'autres appelleraient une défaite en le début de ta victoire. 1. Fais du silence ta réponse la plus puissante. Le silence est comme un mur invisible qui se dresse au milieu du bruit. On ne le voit pas, on ne le touche pas, mais il protège. Lorsque tu choisis de te taire plutôt que de réagir, tu construis un mur qui non seulement arrête l'attaque extérieure, mais reflète aussi la force que tu as en toi. Le monde est habitué à l'immédiateté, aux réponses impulsives, aux explosions de mots qui démontrent l'anxiété et la faiblesse. Mais lorsque tu fais face au rejet et décides de ne prononcer aucun mot, tu désarmes l'autre. Celui qui s'attendait à te voir supplier ou insister se retrouve face à un vide qu'il ne peut contrôler. Et ce vide, ton silence, devient un coup plus fort que n'importe quelle explication. Le stoïcisme nous enseigne que ce qui nous blesse ne sont pas les faits eux-mêmes, mais la façon dont nous choisissons de les interpréter. Quelqu'un décide de t'ignorer, ne répond pas à tes messages ou s'éloigne sans raison. Ton premier réflexe est de réclamer, d'insister, de montrer clairement que tu souffres. Mais qu'obtiens-tu avec ça?
seulement montrer que ta paix dépend de la réaction d'une autre personne. Le silence, en revanche, est la démonstration que ta valeur n'est pas entre les mains des autres. Garder le silence n'est pas une faiblesse, c'est de la discipline. Il ne s'agit pas d'orgueil vide, il s'agit de dire par des actions ce que les mots ne pourraient jamais exprimer, que tu as le contrôle de toi-même. Le silence noble n'est pas une indifférence forcée, c'est une arme consciente. Se taire ne signifie pas que tu ne ressens rien. Cela signifie que tu choisis de ne pas te fatiguer avec des explications inutiles. Quand quelqu'un t'ignore, répondre avec des mots, c'est comme jeter de l'huile sur le feu de son ego, parce que tu montres qu'il a toujours du pouvoir sur toi. En revanche, si tu choisis de te taire, tu laisses la situation s'enfoncer sous son propre poids. Le silence coupe la chaîne qui lie ta dignité à la validation des autres. Tu n'as rien à prouver, tu n'as à convaincre personne. Ton calme est suffisant. Celui qui garde le silence au bon moment n'est pas quelqu'un qui abandonne, c'est quelqu'un qui s'élève au-dessus de la provocation. Le silence ne cherche pas la vengeance, ni ne prétend blesser, il cherche à te prouver à toi-même que ton énergie vaut trop pour être gaspillée avec ceux qui ne la valorisent pas. Et c'est ici que le silence devient un exercice de pouvoir personnel. Il t'apprend à ne pas réagir impulsivement, à rester ferme lorsque l'esprit veut crier, à contenir la colère et à la transformer en sérénité. Dans la vie quotidienne, appliquer cette leçon n'est pas aussi compliqué qu'il y paraît. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te manipuler par son absence, respire profondément. Mets ton téléphone de côté et ne réponds pas. Si au travail quelqu'un te dévalorise par des gestes d'indifférence, ne tombe pas dans le piège de te justifier. Réponds par des résultats, pas par des mots. Si dans tes relations, quelqu'un prétend mesurer ta valeur par son silence, montre-lui par ton calme que tu ne joues pas à ce niveau. Le silence noble est la déclaration la plus élevée de respect de soi. Ce n'est pas une fuite, ce n'est pas de la lâcheté, c'est l'affirmation silencieuse que tu n'es pas l'esclave de la réaction. C'est regarder le rejet et répondre avec sérénité, comme celui qui sait que rien d'extérieur ne peut détruire ce qu'il a construit à l'intérieur. Parce qu'au final, le bruit est fait par ceux qui manquent de contrôle, tandis que le silence appartient à ceux qui ont déjà maîtrisé leur esprit. 2. Redirige ton énergie vers ta croissance personnelle. L'énergie que tu gaspilles en poursuivant quelqu'un qui t'ignore est comme de l'eau versée dans le sable. Elle s'infiltre sans laisser de traces, et la seule chose qui reste est le sentiment de vide. Chaque message sans réponse, chaque tentative d'être vu est un litre de ta force vitale qui disparaît dans un endroit où rien ne pousse. Cependant, lorsque tu décides de canaliser cette même énergie vers toi, un changement brutal se produit, car tu arrêtes d'arroser un désert pour commencer à nourrir ton propre jardin. Le rejet fait mal, parce que nous l'interprétons comme une perte de valeur. Mais la vérité est que la seule chose que tu perds lorsque quelqu'un s'éloigne est du temps et de l'attention. Le stoïcisme insiste sur le fait que la seule chose qui est sous ton contrôle sont tes pensées et tes actions, jamais les réactions des autres. Si quelqu'un t'ignore, cela n'appartient pas à ta sphère de contrôle, mais ce que tu fais avec l'émotion que cela te provoque dépend de toi. Et là est la clé. Transformer la frustration en discipline, convertir l'anxiété en effort, utiliser ce qui semblait être une blessure comme carburant pour grandir. Pense à cela. Si tu as la force d'insister avec 10 messages, tu as aussi la force de faire 10 répétitions de plus à la salle de sport. Si tu peux passer des heures à consulter des profils pour voir si quelqu'un t'a donné des signaux, tu peux aussi investir ce même temps à lire un livre qui élargit ton esprit ou dans un projet qui te rapproche de la vie que tu veux. Ce n'est pas le manque d'énergie qui te retient, c'est la mauvaise direction dans laquelle tu la verses. Lorsque tu rediriges ton énergie, tu ne le fais pas pour prouver quoi que ce soit aux autres, tu le fais parce que tu comprends que la seule validation dont tu as besoin est la tienne. Tes progrès, tes habitudes, tes réalisations silencieuses sont le reflet du fait que tu as appris la leçon. C'est dans ces moments où tu te concentres sur ta discipline quotidienne
que tu te rends compte que le rejet était une bénédiction déguisée, parce qu'il t'a rendu toute l'énergie que tu donnais à quelqu'un qui n'a jamais su l'apprécier. Cela a un impact immédiat sur ta vie quotidienne. Commence par créer une routine qui te pousse à avancer, même lorsque l'esprit veut se distraire par des pensées d'absence. Entraîne ton corps, car la force physique renforce la force mentale. Étudie quelque chose de nouveau, car chaque connaissance acquise est une brique de plus dans la construction de ta confiance en toi. Consacre du temps à ta créativité, car l'art et l'écriture n'expriment pas seulement ce que tu ressens, ils transforment aussi ta douleur en clarté. L'erreur de beaucoup est de croire que le rejet doit être combattu en cherchant des substituts, en comblant le vide avec d'autres personnes ou des distractions vides. C'est une autre façon de gaspiller de l'énergie. Ce qui change vraiment la donne, c'est d'utiliser ce même élan pour t'améliorer. Si tu y réfléchis calmement, chaque fois que quelqu'un t'ignore, il te fait un cadeau, celui de la redirection. C'est à toi de décider si tu le jettes dans la colère ou si tu le transformes en croissance. Au final, rediriger ton énergie n'est pas une vengeance, c'est une évolution. Parce qu'il n'y a pas de meilleure réponse au rejet que la transformation personnelle. Alors que d'autres s'attendaient à ce que tu t'effondres, tu as choisi de te construire. Cette décision ne te rend pas seulement le pouvoir, elle fait aussi la différence entre ceux qui vivent piégés dans la validation des autres et ceux qui apprennent à être autosuffisants. Souviens-toi de ceci. Personne ne peut ignorer celui qui grandit en silence, car tôt ou tard, la lumière de sa propre progression devient impossible à cacher. 3. Analyse clairement ce que cette personne apportait réellement. Un miroir embué ne reflète pas la vérité. Il ne montre que des ombres déformées de ce que nous croyons voir. C'est ce qui se passe lorsque quelqu'un nous ignore ou s'éloigne. L'esprit embué par l'émotion crée une illusion, idéalise ce qui n'a jamais été et exagère ce qui en réalité existait à peine. Le rejet fait mal non pas à cause de ce qui est perdu, mais à cause de l'histoire que l'on s'est inventée autour de cette personne. Et c'est là que la discipline stoïcienne entre en jeu, nettoyer le miroir, enlever la buée de l'idéalisation et regarder froidement ce que cette relation apportait réellement. L'erreur la plus courante est de croire que celui qui est parti était indispensable, que sans sa présence, la vie est incomplète. Mais si tu le regardes de manière rationnelle, qu'est-ce que tu recevais réellement? Respect, soutien authentique, ou juste de petits miettes d'attention que tu as confondus avec de l'affection? Le stoïcisme enseigne que la vérité ne se cache pas dans ce que tu désires, mais dans ce que tu observes sans fioriture. La clarté est un acte de courage, car tu n'aimes pas toujours ce que tu vas trouver, mais c'est toujours ce qui te libère. Quand tu analyses sans filtre, tu te rends compte que souvent, cette personne ne donnait pas autant que tu le pensais. Peut-être apportait-elle des moments de distraction, peut-être un peu de compagnie superficielle, mais construisait-elle avec toi? Partageait-elle des principes, des valeurs, une vision commune de la vie? Si la réponse est non, alors l'absence n'est pas une perte, c'est un nettoyage. C'est l'élimination d'un poids que tu confondais avec du soutien. L'esprit anxieux a tendance à magnifier les souvenirs sélectifs. Il retient les quelques fois où tu as reçu de l'attention et efface tous les signes d'indifférence. Cette distorsion est ce qui maintient l'attachement. C'est pourquoi l'analyse stoïcienne exige que tu écrives ce qui s'est réellement passé, que tu notes les faits et non les fantasmes. Souviens-toi de l'indifférence, des fois où tu n'étais pas dans ses priorités, des moments où elle a minimisé ta valeur. Cet exercice n'est pas pour générer de la haine, mais pour dissiper l'illusion. Appliquer cette pratique dans la vie quotidienne signifie arrêter le cycle de l'idéalisation. Quand l'esprit commence à te rappeler ce que tu manques, réponds avec des faits. Que faisait cette personne pour toi quand tu en avais besoin? Te traitait-elle avec cohérence? Ses actions confirmaient-elles ses paroles? Chaque réponse sincère affaiblit le récit de l'attachement et renforce ta compréhension que tu mérites plus que ce que tu recevais. L'analyse froide ne tue pas le souvenir, elle tue le mensonge que tu as construit autour de lui.
et c'est la base de ta liberté. Parce que lorsque tu acceptes la vérité telle qu'elle est, disparaît le besoin de poursuivre ce qui ne t'a jamais appartenu. Ce qui au début semblait être un rejet se transforme en une révélation claire. Cette personne n'apportait pas ce que ton esprit disait, elle apportait seulement ce que tes émotions avaient besoin d'imaginer. Le stoïcien n'a pas peur de voir la vérité nue, même si elle fait mal. Il l'affronte parce qu'il sait que seule la clarté peut donner naissance à la force. Si tu comprends ce que cette personne apportait réellement, tu arrêtes de chercher de la valeur dans sa présence et tu la retrouves en toi. Parce qu'au final, la véritable tromperie n'était pas que quelqu'un t'ignorait, mais que tu as toi-même déformé son importance. Et une fois que tu reconnais cela, le pouvoir revient entre tes mains. 4. Entoure-toi d'influences qui renforcent ton esprit. L'esprit est comme un terrain fertile, et ce que tu sèmes en lui finit par pousser tôt ou tard. Si tu le remplis de mauvaises herbes, de voix négatives, d'influences qui affaiblissent ton caractère, peu importe combien tu te bats, tu finiras piégé dans un jardin qui t'étouffe. En revanche, si tu choisis de t'entourer de graines fortes, d'exemples solides, de personnes et d'environnements qui te poussent vers le haut, ce qui fleurit est une vie ferme, claire et résistante au rejet. L'environnement n'est pas un détail, c'est la base sur laquelle ta force intérieure est construite. Lorsque quelqu'un t'ignore, l'une des réactions les plus courantes est de chercher désespérément à combler le vide avec n'importe quelle compagnie, même si elle est toxique ou superficielle. Ce choix est un piège, car tu finis entouré de voix qui nourrissent ton insécurité au lieu de renforcer ton esprit. Le stoïcisme insiste sur le fait que personne n'atteint la vertu isolée des influences externes. Tu as besoin de discipline interne, oui, mais aussi d'un cercle qui reflète ce que tu veux devenir. Demande-toi sérieusement, les personnes qui t'entourent élèvent-elles ton caractère ou le minent-elles? Leurs paroles t'encouragent-elles à grandir ou te tirent-elles vers la plainte, la comparaison et l'autodestruction? Analyser cela est inconfortable, car cela oblige à reconnaître que, souvent, la douleur que tu ressens ne vient pas seulement de celui qui t'a ignoré, mais aussi du bruit constant de ceux qui t'entourent. Et si tu n'es pas prudent, tu finis par écouter davantage ces voix externes que ta propre raison. Entoure-toi de ceux qui te rappellent ta valeur même quand tu en doutes. Des personnes qui ne nourrissent pas ton ego, mais ta discipline. Des amis qui ne te donnent pas de fausses tapes dans le dos, mais qui te défient d'être plus fort, de te relever quand tu veux abandonner, de te taire quand l'anxiété te pousse à crier. Parce qu'au final, ce que tu absorbes de ton environnement devient ton propre langage interne. La pratique stoïcienne ici est claire. Cherche des influences qui incarnent la force que tu souhaites construire. Cela peut être un mentor, un ami, un livre qui défie ton esprit, voire des routines et des environnements qui ne permettent pas à la faiblesse de s'installer en toi. Évite les cercles qui se nourrissent de plaintes et de drames, car même si tu ne le remarques pas, ils finissent par façonner ta façon de réagir. Le rejet fait plus mal quand tu t'entoures de ceux qui l'amplifient, mais il devient une leçon quand tu es avec ceux qui le relativisent et t'apprennent à le transformer. Dans la vie quotidienne, cela signifie choisir avec soin où tu investis ton temps et ton attention. Consacre plus d'heures à des conversations profondes qu'à des discussions vides. Investis plus dans des expériences qui élèvent ton caractère que dans des distractions qui l'épuisent. Remplis ton espace de lecture qui te défie, d'exercices qui te renforcent et d'environnements qui te rappellent que tu n'es pas né pour te traîner derrière personne. Le rejet ne se confronte pas dans une solitude absolue, il se confronte avec la bonne compagnie. Cette compagnie peut être externe, sous la forme de personnes qui élèvent ton esprit, ou interne, sous la forme d'idées et de principes qui ne se brisent pas, même si tout autour de toi le fait. L'important est que tu comprennes que ton esprit est un reflet de ce que tu permets d'entrer en lui. Si tu t'entoures de bruit, tu vivras dans la confusion. Si tu t'entoures de force, tu apprendras à te relever plus vite à chaque fois que tu tombes. C'est ce choix qui définit ton chemin, car tu n'es pas seulement ce que tu penses de toi, tu es aussi
ce que tu absorbes de ce qui t'entoure. Et si tu décides de t'entourer de grandeur, tôt ou tard, ton esprit commencera à la refléter. 5. Affirme ta valeur sans dépendre de la validation externe. Un diamant ne cesse pas d'être précieux parce que quelqu'un ne le regarde pas. Il ne perd pas non plus son éclat parce que quelqu'un l'ignore dans une vitrine. Son essence ne dépend pas du regard d'autrui et il en va de même pour toi. Le problème est que nous avons été entraînés à nous mesurer en fonction de la réaction des autres, comme si l'absence de réponse signifiait que nous cessons d'être importants. Cette erreur est à l'origine de l'insécurité et de la dépendance, car elle place ta valeur entre les mains de ceux qui n'ont pas la capacité de la reconnaître. Quand quelqu'un t'ignore, le premier sentiment qui apparaît est le doute. Ai-je fait quelque chose de mal? N'étais-je pas suffisant? Devrais-je changer pour qu'il me remarque? Cette chaîne de questions est le poison qui te maintient lié à la validation externe. Et c'est précisément ici que le stoïcisme frappe fort. Ta valeur ne peut pas dépendre de ce que pense quelqu'un d'autre, car cela échappe à ton contrôle. La seule chose que tu peux gouverner, c'est comment tu te vois toi-même, quels principes tu soutiens et quelles actions tu mènes chaque jour. Affirme ta valeur non pas avec des mots vides, mais avec des actes qui la soutiennent. Si tu dis que tu es discipliné, prouve-le dans ta routine. Si tu dis que tu es fort, montre-le par ta capacité à ne pas t'effondrer quand quelqu'un s'éloigne. Si tu dis que tu te respectes, prouve que tu n'es pas prêt à te rabaisser par des supplications ou des comportements qui te font te sentir moins. La véritable validation ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de ta cohérence interne. Le stoïcien n'a pas besoin d'applaudissements, il a besoin de rester ferme dans son propre jugement. Comme le disait Marc Aurèle, la valeur de chaque homme réside dans ce qu'il pense de lui-même. Et cette phrase prend vie lorsque tu comprends que celui qui t'ignore ne mesure pas ta valeur, il montre simplement ses limites. Le rejet ne signifie pas que tu n'es pas suffisant. Cela signifie que pour cette personne en particulier, tu n'es pas une priorité. Et cela ne définit pas qui tu es, cela révèle simplement ce que l'autre ne peut pas voir. Dans la vie pratique, affirmer ta valeur signifie agir comme quelqu'un qui sait ce qu'il mérite. Cela signifie ne pas envoyer de messages compulsifs à la recherche d'attention, ne pas t'exposer sur les réseaux sociaux en espérant des miettes de reconnaissance, ne pas changer ton essence juste pour correspondre à un moule étranger. Cela signifie te répéter par des actions quotidiennes que tu es suffisant, que ta paix intérieure vaut plus que n'importe quelle validation éphémère. Fais de l'exercice non pas pour montrer que tu peux impressionner, mais pour honorer ton corps. Étudie non pas pour te vanter de tes titres, mais pour élargir ton esprit. Travaille en silence, non pas pour recevoir des éloges, mais pour grandir à ton propre rythme. Le danger de dépendre des validations externes est que tu deviens esclave des applaudissements. Un jour, tu te sens fort parce que tu reçois de l'attention, et le lendemain, tu t'effondres parce que cette attention a disparu. Ton estime de toi devient un grand 8 incontrôlable. Mais si tu apprends à affirmer ta valeur de l'intérieur, personne ne peut te prendre cette stabilité. Tu peux perdre des personnes, des emplois, des environnements, mais tu ne perdras jamais la certitude de qui tu es et de ce que tu représentes. En fin de compte, affirmer ta valeur est un acte de rébellion contre le système de dépendance émotionnelle que l'on nous a enseigné depuis notre plus jeune âge. C'est décider que tu ne vas pas vivre en attendant que quelqu'un d'autre te valide, mais que tu vas vivre en construisant la meilleure version de toi-même, même si personne ne l'applaudit. Parce que comme le diamant, ta valeur ne se mesure pas au nombre de personnes qui te regardent, mais à l'essence que tu portes en toi, intacte et solide, même dans le silence le plus absolu. 6. Évite les comportements qui vous enchaînent à l'ego. Le feu peut donner de la chaleur, mais lorsqu'il est incontrôlé, il détruit tout sur son passage. C'est ainsi que fonctionne l'ego blessé lorsque quelqu'un vous ignore ou vous rejette. Si vous le laissez gouverner, il devient une flamme qui consume votre dignité, votre énergie et votre clarté mentale.
Chaque envie d'insister, de réclamer ou de chercher de l'attention est comme ajouter plus de bois à ce feu intérieur. Ce qui commence comme une étincelle de douleur finit par être un feu démesuré qui vous piège et ne vous laisse pas avancer. L'ego se déguise en fierté et vous convainc que l'action immédiate est la bonne. Il vous murmure qu'envoyer un message de plus est une preuve d'intérêt, que poster une allusion est un soulagement, que vérifier les réseaux sociaux compulsivement est une simple curiosité. Mais chacun de ces actes est une chaîne invisible qui vous attache à celui qui s'est déjà éloigné. Vous pensez défendre votre valeur, mais ce que vous faites vraiment, c'est la donner, car votre paix dépend de ce que quelqu'un d'autre fait ou ne fait pas. Le stoïcisme enseigne que la liberté réside dans le contrôle des impulsions, pas dans leur obéissance. Cela signifie que face au rejet, votre plus grand défi n'est pas de convaincre l'autre, mais de vous contrôler vous-même. Chaque fois que vous décidez de ne pas vérifier s'il est en ligne, vous brisez un maillon de la chaîne. Chaque fois que vous choisissez de ne pas envoyer un message sans réponse, vous récupérez un peu de dignité. Chaque fois que vous évitez de publier quelque chose pour attirer l'attention, vous renforcez votre caractère. Éviter les comportements qui vous enchaînent à l'ego n'est pas de l'indifférence feinte, c'est de la discipline consciente. L'esprit anxieux cherche le mouvement, n'importe quelle action qui calme le vide. Mais tout mouvement n'est pas un progrès. Envoyer des messages compulsifs, chercher des substituts immédiats, c'est tourner en rond dans la même prison. En revanche, résister à ces impulsions, c'est construire la sortie. C'est montrer que votre calme vaut plus qu'une réponse vide. Le rejet cesse d'être une torture lorsque vous comprenez que ce qui vous fait mal n'est pas le silence de l'autre, mais votre propre réaction face à lui. Appliquer cela dans la vie pratique demande de l'observation. Lorsque vous ressentez l'urgence de stalker, respirez et demandez-vous « Qu'est-ce que j'y gagne ?» La réponse sera toujours rien. Lorsque vous voulez envoyer une autre explication, souvenez-vous que la dignité ne se négocie pas en message sans réponse. Lorsque votre fierté vous pousse à montrer que vous êtes toujours là, souvenez-vous que la véritable démonstration est de ne pas céder à cette tentation. Chaque décision de ne pas agir à partir de l'ego est un entraînement de force intérieure. Le rejet n'est pas le véritable ennemi. L'ennemi est l'ego, qui vous fait croire que vous devez réagir pour ne pas vous sentir inférieur. Le stoïcien comprend que chaque absence est une occasion d'entraîner l'autocontrôle. Et cet entraînement, répété jour après jour, fait de vous quelqu'un qui ne dépend pas de l'approbation externe pour se sentir en paix. L'ego veut des chaînes, la raison veut la liberté. Si vous choisissez l'ego, vous vous enfoncez davantage dans le piège de la démonstration, de l'insistance et de la recherche. Si vous choisissez la raison, vous apprenez à lâcher prise, à vous taire, à rester ferme, même au milieu du vide. La véritable force n'est pas dans le fait de parler plus fort ou d'insister avec plus d'ardeur. Elle est dans le fait de maintenir le silence avec dignité. La victoire face au rejet n'est pas obtenue en conquérant l'autre. Elle est obtenue en se conquérant soi-même. Lorsque vous comprendrez cela, vous découvrirez qu'aucune indifférence externe ne peut vous attacher si vous avez déjà brisé les chaînes qui naissaient de votre propre ego. 7. Pratiquez des exercices d'écriture et de réflexion consciente. Le papier blanc est comme un miroir silencieux qui ne juge jamais. Il ne fait que refléter ce que vous portez en vous. Alors que les mots restent piégés dans l'esprit et tournent comme un tourbillon incontrôlable. Les écrire les ordonne, leur donne forme et surtout leur enlève du pouvoir. La réflexion consciente par l'écriture n'est pas un passe-temps, c'est un outil d'auto-libération. Parce que lorsque quelqu'un vous ignore, le plus grand danger n'est pas ce que l'autre fait, mais le chaos qui se déchaîne en vous. Et ce chaos a besoin d'un canal pour se transformer en clarté. Le rejet a tendance à gonfler des pensées obsessionnelles. Vous repassez les conversations encore et encore, vous cherchez des signes dans les souvenirs, vous construisez des scénarios hypothétiques de ce qui aurait pu être. Cette répétition constante est comme une goutte tombant sur la pierre de votre esprit, l'érodant petit à petit.
Le stoïcisme offre un antidote. Prendre du recul, observer les faits avec rationalité et séparer ce qui est sous votre contrôle de ce qui ne l'est pas. Écrire devient alors un exercice pratique de ce principe, car en mettant en mots ce que vous ressentez, vous le sortez de l'obscurité diffuse de l'émotion et le ramenez à la lumière de la raison. Il ne s'agit pas de remplir des pages de lamentation, il s'agit de vous confronter. Écrire ce qui s'est exactement passé, ce que l'autre personne a fait, comment vous avez réagi, ce que vous attendiez et ce que vous avez réellement obtenu. Cet exercice ne fait pas seulement organiser l'esprit, il démasque aussi les illusions. Souvent, vous découvrez que la blessure ne vient pas de ce que la personne a fait, mais de l'attente que vous avez créée. Et cette reconnaissance est libératrice, car vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, mais vous pouvez ajuster ce que vous attendez d'eux. La réflexion consciente va de pair avec l'écriture. Il ne suffit pas de mettre des mots, il faut les analyser. Vous vous demandez sérieusement, qu'est-ce que ce silence enseigne? Qu'est-ce que ma réaction révèle de moi? Est-ce que j'agis par nécessité ou par force? Ce dialogue interne est ce qui distingue celui qui se noie dans l'obsession de celui qui utilise le rejet comme un tremplin pour grandir. Appliquer cette pratique dans la vie quotidienne est simple, mais nécessite de la discipline. Consacrez quelques minutes chaque soir à écrire sur ce que vous ressentez, sans filtre. Relisez ensuite ce que vous avez écrit et soulignez ce qui ne dépend pas de vous. Vous devez lâcher cette partie. Ensuite, marquez ce qui dépend de vous et transformez-le en tâche. Améliorez votre discipline, renforcez vos habitudes, cultivez votre caractère. Ainsi, l'écriture cesse d'être un exutoire passif pour devenir un plan d'action stoïcien. De plus, écrire des affirmations conscientes renforce votre valeur interne. Des phrases comme « Ma dignité ne dépend de l'attention de personne » ou « Je suis maître de mes pensées et de mes actes » ne sont pas de simples répétitions, ce sont des rappels qui entraînent votre esprit à ne pas céder à la validation externe. Chaque fois que vous les écrivez, vous reprogrammez la façon dont votre cerveau interprète le silence et le rejet. Le rejet n'est pas surmonté en ignorant la douleur, il est surmonté en la transformant. Et l'écriture est l'une des formes les plus puissantes pour y parvenir. Parce que ce qui n'est pas écrit pourrit dans l'esprit, mais ce qui est mis en mots est traité, compris et laissé derrière. Au final, la réflexion consciente est un acte de courage. C'est se regarder sans masque et reconnaître à la fois vos blessures et votre capacité à les guérir. Avec chaque mot que vous écrivez, vous renforcez votre clarté, vous réduisez le pouvoir de l'ego et vous avancez vers une version plus ferme de vous-même. 8. Transforme le rejet en redirection. Le vent qui ferme une porte ne vient pas toujours pour t'arrêter. Souvent, il souffle pour te pousser vers un autre chemin. Le rejet fonctionne de la même manière. Ce n'est pas un mur définitif. C'est un détour qui indique que tu investissais ton énergie au mauvais endroit. Ce qui au début se ressent comme une perte, en le regardant clairement, devient une boussole. La douleur est réelle, mais l'opportunité de rediriger cette force vers ce qui te construit l'est aussi. Quand quelqu'un t'ignore ou s'éloigne, la réaction la plus courante est de s'accrocher encore plus fort. Tu te convaincs que l'insistance ouvrira la porte fermée, mais la vérité est que tu ne fais que gaspiller de l'énergie à lutter contre l'inévitable. Le stoïcisme enseigne qu'il ne faut pas se battre contre ce qui n'est pas sous ton contrôle. Si une personne décide de se retirer, ce n'est pas ta mission de la retenir. C'est ton signal que tu dois regarder dans une autre direction. C'est là la différence entre se noyer dans la blessure ou l'utiliser comme tremplin. Transformer le rejet en redirection ne signifie pas nier ce qui s'est passé. Cela signifie lui donner un sens différent. Le silence de l'autre peut être interprété comme un vide, mais aussi comme un espace libre pour grandir. Ce temps que tu passais avant à envoyer des messages et à angoisser est maintenant disponible pour apprendre, travailler sur toi et renforcer ton esprit. Le rejet cesse d'être une condamnation lorsque tu comprends qu'il est l'invitation à te reconstruire. En pratique, cela implique une décision ferme. Chaque fois que ton esprit veut revenir au souvenir, redirige-le vers une action productive.
Si tu penses à lui écrire, écris dans ton journal. Si tu te surprends à vérifier son profil, vérifie tes objectifs et évalue combien tu as progressé aujourd'hui. Si tu ressens l'envie de chercher son attention, cherche à te surpasser dans quelque chose de concret, ton corps, ton esprit, tes projets. Ainsi, tu transformes chaque tentation de revenir à ce qui t'ignore en un pas vers ce qui te renforce. Le rejet redirige également ta perception. Il te force à te demander ce que tu cherchais et pourquoi tu le faisais avec cette personne. Peut-être que tu cherchais de la validation, de la compagnie superficielle ou une illusion créée par tes propres attentes. En te rendant compte de cela, tu comprends que le rejet n'est pas un échec personnel, c'est un filtre naturel qui te libère de continuer à nourrir quelque chose qui n'allait pas grandir. Cette révélation est dure, mais c'est aussi le début de la véritable liberté. Le stoïcien voit le rejet comme un destin redirigé. Il ne lutte pas contre le courant, il apprend à ramer là où le fleuve le pousse. Cette acceptation n'est pas de la résignation, c'est de l'intelligence. Parce que lorsque tu arrêtes de dépenser des forces pour récupérer ce qui est parti, tu découvres combien tu peux progresser dans ce qui t'attendait toujours, ton propre développement. Et cette redirection ne change pas seulement ton présent, elle change la façon dont tu affronteras toute absence future. Transformer le rejet en redirection, c'est transformer la blessure en maître. C'est te dire à toi-même, tu ne m'as pas arrêté, tu m'as guidé vers là où je devais vraiment aller. C'est remercier, même si ça fait mal, parce que le silence de l'autre est devenu la voix qui t'a rappelé que ton chemin ne peut dépendre de personne d'autre. La vie est pleine de détours, et chaque rejet est l'un d'eux. Tu peux rester à regarder la porte fermée jusqu'à t'épuiser, ou tu peux te retourner et découvrir qu'il y en a 10 autres ouvertes. Le stoïcisme t'enseigne à choisir la seconde option, à ne pas t'accrocher à ce qui est parti, à marcher vers ce qui t'a